Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, bonjour. Aujourd'hui, c'est un débrief hebdo un petit peu particulier. Parce que oui, il n'y aura pas de montage. Parce que oui, encore une fois, ce sera un débrief hebdo d'une manière un petit peu particulière, comme c'est le cas à chaque fois. Installez-vous confortablement. Nous sommes donc dimanche à 10 heures pour celles et ceux qui sont et qui font l'honneur d'être toujours en première. Bienvenue à vous. Pas de montage, pas de trucage. Voilà, on va essayer de faire ça comme on le peut et avec les moyens du bord parce que oui, nous avons des moyens particulièrement élevés. Et bah écoutez, voilà, on va essayer de faire le débrief hebdo ensemble et de la meilleure des manières possibles. Je vais essayer de ne pas être trop long, même si en commençant ce débrief hebdo, je ne sais pas combien de temps est-ce que ça va durer. Donc j'ai envie de dire c'est parti, let's go. Introduction. Ah non, c'est vrai, il y a pas d'introduction. Donc je vais faire la scène tout seul. Hop. Et nous allons voir ensemble différents éléments. En commençant bien évidemment par la partie macroéconomie. Alors, concernant la macro cette semaine, il n'y a pas eu vraiment de changement, pas beaucoup de statistiques macroéconomiques qui étaient importantes. Alors, nous avons les récurrentes, on a eu quelques ventes au détail, mais surtout l'emploi hebdomadaire aux États-Unis, les demandes hebdomadaires aux allocations chômage très précisément, qui étaient inférieures aux attentes. Bref, l'ambiance reste toujours morose, c'est exactement la même situation. Donc on justifie toujours lorsque les marchés ne sont pas positifs, et cette semaine d'ailleurs ça n'a pas été trop le cas aux États-Unis et sur les marchés américains. Marchés américains qui sont beaucoup plus on va dire, ouais, tendu que sur les marchés européens. Ça s'est plutôt mieux passé en Europe qu'aux États-Unis, même si on va le voir qu'on a eu quand même quelques éléments concernant le dollar américain. Alors, premièrement, la Fed. La Fed, qu'est-ce que va raconter Powell? Déjà, son objectif, hein, il est relativement déterminé à baisser l'inflation. Voilà, ça va être son focus, hein, focus, bam bam bam. Baisser l'inflation, pourquoi? Parce qu'elle est très élevée aux États-Unis, elle est très élevée dans le monde entier, en zone euro un peu moins. C'est pour ça que la banque centrale européenne met pour le moment beaucoup de temps, mais on va en parler juste après, à relever ses taux directeurs, en tout cas de préparer le marché. Donc son objectif par rapport à Powell, c'est vraiment l'inflation. Alors bien évidemment, lorsqu'il y a un relèvement de taux directeurs, lorsqu'il y a un relèvement des taux d'intérêt, il y a derrière forcément le coût de l'argent est plus cher, on injecte moins dans l'économie, on injecte aussi moins sur les marchés, puisque ça va être aussi le deuxième objectif de la Fed à partir du mois prochain de baisser le bilan de la Réserve fédérale américaine qui s'élève, tenez-vous bien, à 9 000 milliards de dollars. Ça avait commencé à baisser un petit peu avant la crise du Covid. Le Covid, on a injecté à bloc. Depuis, on injecte à bloc et maintenant, bah, on en fait les frais. On en fait les frais de cette inflation. Donc, elle est obligée de relever ses taux directeurs. Le 15 juin, pour le moment, et si on regarde un peu les chiffres de la Fed, en tout cas des anticipations des taux directeurs pour la prochaine réunion qui aura lieu donc le 15 juin, c'est une double hausse des taux. 92% du marché estime qu'il y aura, en tout cas Price, qu'il y aura une double hausse des taux de la Fed. Et ensuite, bah, ça devrait continuer un petit peu dans cette même lignée. Alors pour le moment, les taux sont entre 0,75% et 1%. Donc ils seront entre 1,25 et 1,50% à partir du 15 juin. Ok. Et ensuite, on les remontera, en tout cas c'est ce que le marché anticipe, 90% du marché pour le 27 juillet. 50 points de base à nouveau, 1,75%, 2%, etc. pour arriver à la fin de l'année. Pour le moment, selon les estimations du marché, 50% du marché estime qu'on sera entre 2,75 et 3% à la fin de l'année et un peu moins, 25 points de base de moins pour 38, on va dire 40% du marché pour 2,50 et 2,75% à la fin de l'année. Donc Powell va continuer et poursuivre sa hausse des taux jusqu'à ce que les prix commencent à revenir sur des niveaux un petit peu sains. Son objectif, c'est bien évidemment les fameux 2%, c'est un peu les objectifs de la Fed, même si globalement maintenant cet objectif de 2%, même s'il l'a rappelé, 2%, ça semble quand même relativement inatteignable, en tout cas à court terme, mais pour le moment, il ne perd pas espoir, donc il va se concentrer là-dessus, même si ça aura bien évidemment un impact sur le chômage. Le chômage qui est à 3,6%, son plus bas niveau quand même depuis les années 1960. Donc on ne peut pas tout avoir, bien évidemment, ces injections
ont relancé l'économie, hein, on ne peut pas leur reprocher ça. Par contre, derrière, il y a les effets et les conséquences derrière qu'il va falloir ajuster avec cette notion d'inflation. Voilà concernant donc Powell. Deuxième chose, donc la Banque Centrale Européenne, je le disais tout à l'heure, quelques petites évolutions et pas des moindres. Ça a d'ailleurs provoqué plutôt des réactions positives sur l'eurodoll, on verra juste après, sur l'euro contre le dollar. Christine Lagarde qui veut en fait être en mode plus écoute que précédemment, parce qu'en fait jusqu'à présent, on avait son chef économiste donc de la Banque Centrale Européenne, Philippe Lane, et Isabelle Schnabel, une autre membre donc du directoire, qui en fait prenait un petit peu les choses en main, puisqu'il balançait en fait un rapport, je ne sais plus si j'en avais parlé dans le dernier débrief hebdo, donc par défaut je le refais, je ne m'en rappelle plus, mais en fait il balançait en fait 60 pages, pardon, 60 pages de rapport. Et en fait, sur ces 60 pages de rapport, forcément, derrière, on n'avait plus le temps de discuter ou quoi que ce soit. C'était en gros, voilà, tu lis les 60 pages, tu te les paluches. Ah, il n'y a plus le temps de discuter, donc on fait comme j'ai dit. Sauf qu'en fait, Christine Lagarde, au moins, et alors tardivement, hein, mieux vaut tard que jamais, admet et commence à admettre que en fait on s'est un petit peu planté concernant l'inflation. Donc comme l'a fait d'ailleurs Jérôme Powell en fin d'année dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez, novembre, je ne sais plus si c'était novembre ou décembre, mais il me semble que c'était novembre, il avait commencé à annoncer, oui en fait au niveau de l'inflation, moi je pensais qu'on allait retomber comme ça par l'opération du Saint-Esprit, alors en fait pas du tout. Donc du coup, la Banque Centrale Européenne, donc au travers de Christine Lagarde, qui en est la présidente, a dit on va peut-être écouter en fait chacun des gouverneurs des banques centrales pour donc de la zone euro pour voir un petit peu qu'est-ce qu'ils en pensent et est-ce que finalement ils ne sont pas favorables plus que notre chef économiste. Donc est-ce que Lane est mis au placard? Ça c'est après la question qu'on se pose. Mais en gros, plus de discussion, ça veut dire probablement peut-être une hausse des taux un petit peu plus importante parce qu'il y a beaucoup de banquiers centraux dans chacun des pays donc qui concernent et qui composent la zone euro, qui sont plutôt favorables à une hausse des taux. C'est la raison pour laquelle on a eu une réaction plutôt positive de l'euro contre le dollar. C'est pas pour me déplaire parce que comme vous le savez, probablement je suis encore à l'achat et je continue à le travailler à l'achat sur une grosse zone mensuelle, on verra juste après. Mais voilà, donc en fait c'est un peu la grosse nouveauté et c'est plutôt pour se rapprocher du fonctionnement donc de la Fed aux États-Unis, mais également de la BOE, la Bank of England, la Banque centrale d'Angleterre, qui fonctionne aussi beaucoup par la discussion, ce qui n'était pas forcément le cas pour la Banque centrale européenne. Donc, en termes maintenant de prévision, ce qui est important à retenir, c'est que bien évidemment, les prévisions sont revues quand même plutôt à la baisse. Croissance du PIB 2022 et 2023, la Banque Centrale Européenne les a revues à la baisse. 2,7% de croissance en 2022 estimée contre 4%. Ça, c'était l'hiver dernier. L'hiver dernier, on attendait 4% de croissance en 2022. Maintenant, on passe à 2,7%. Donc, ça a changé quand même un peu. Et pour 2023, même si ça me semble quand même très lointain, sachant que la visibilité, comme je le dis très souvent, on ne voit pas à plus d'un mètre. Et du coup, le marché en fait évolue en fonction des données qu'il a quasiment au jour le jour. Donc 2023, croissance estimée de la Banque Centrale Européenne, qui peut tout à fait se tromper, 2,3%. L'hiver dernier, on visait 2,8%. Voilà, donc c'est surtout 2022 où ça va être compliqué. Et concernant l'inflation, ce qui nous intéresse le plus, on est à 6,8% en 2022 et 3,2% en 2023. Alors, est-ce que c'est pour rassurer comment on passe de 6,8 à 3,2? Est-ce qu'ils ont raison? Est-ce qu'ils ont tort? Ça, j'en sais rien. Mais c'est peut-être pour rassurer aussi les marchés. Mais en tout cas, voilà. Donc, je rappelle qu'au mois de juillet, il faudra quand même rester attentif. La Banque Centrale Européenne, historiquement, aime bien relever ses taux directeurs au mois de juillet. Et pour le moment, donc, on est dans ce type de prévision avec potentiellement, encore une fois, une hausse des taux au mois de juillet. Je vais aller très vite parce que là, je suis en train de voir que la vidéo dure 10 minutes. Je vais me dépêcher un petit peu, veuillez m'excuser si c'est un petit peu plus long que d'habitude. Concernant maintenant la Chine, on est en mode crise sanitaire égale confinement. Confinement, ça pénalise quand même pas mal de choses. Les ventes au détail sont en repli de 11%.
La production industrielle est en baisse de 2,9% sur un an. Taux de chômage en avril, 6,1%. En février 2020, on était à 6,2%. Donc au début, vous vous souvenez du Covid. Donc on est quasiment au même niveau qu'au début du Covid. Donc là maintenant, la question, ça va être comment est-ce qu'ils vont s'en sortir? Est-ce qu'ils vont continuer cette politique zéro Covid, etc. Donc ça impacte bien évidemment derrière l'ensemble de la planète, hein, parce que vous savez que la Chine est un grand consommateur, mais également un grand exportateur. Donc du coup, ça nous donne en termes de probabilité de récession pour différents analystes. Goldman Sachs, qui lui estime que les marchés américains vont continuer à baisser, 35% de risque de récession dans les 2 ans aux États-Unis. Morgan Stanley, 25%, donc dans les 12 prochains mois. Et pour Wells Fargo, j'en avais déjà parlé cette semaine, légère récession pour la fin 2022, début 2023, mais légère. Voilà, ça sera bien évidemment après les conséquences de cette remontée des taux. Concernant cette semaine, ça a été chaud, notamment sur différents compartiments et plus particulièrement la consommation. Target aux États-Unis, c'est grosso modo l'équivalent de Monoprix, donc implanté dans les centres commerciaux, etc., etc. Et là, ça a été un peu un carnage parce que Target, là vous voyez hein, ici, c'est ce qu'on appelle un trou de cotation, ce qui s'appelle un gap. Ça a été effectivement monstrueux. En une journée, l'action a perdu un quart de sa valeur. Pourquoi? Résultat divisé par 2. Taux de marge opérationnelle 5,3% au premier trimestre, c'est bien en dessous de ce que le marché avait prévu. Et surtout, on a une hausse coût des transports, hein, le pétrole, on va le voir après, et des stocks qui sont excédentaires, qui doivent gérer. Ça a eu un impact après sur tout le secteur, etc. Notamment Walmart. Walmart qui s'est fait également démonter pendant plusieurs jours et a priori au moment où je suis en train de tourner la vidéo, c'est encore pas fini. Pareil, révision à la baisse de la marge opérationnelle pour l'année, repli de 1% de sa croissance au lieu de 3% de croissance. Donc repli, et c'était il y a 3 mois. Hein. Il y a 3 mois, ils prévoyaient encore 3% cette année. Là maintenant, ils visent un recul de 1%, donc ce qui est quand même un changement quand même assez radical. Et derrière, on a tous les centres commerciaux sont gérés par notamment des Unibail et des Klépierre. Et les deux sont également en train un peu de morfler, notamment ici. Donc on a Klépierre qui avait perdu 10% dans la journée. Et nous avons également Unibail Rodamco qui avait également fait les frais de cette prévision à la baisse du coût des différents centres commerciaux, dont ils sont pour certains gérants, pour faire simple. Ensuite, et on change un petit peu de secteur, on a Cisco. Cisco, donc là, on est dans le routage, plutôt dans les routeurs informatiques et tout ce qui est logiciel d'entreprise. On a perdu là aussi 13%. 13% pourquoi? Parce que guerre en Ukraine, ralentissement de la production en Chine, réduction des prévisions, mais surtout, et Cisco après a eu l'humilité aussi de le reconnaître et la transparence de le faire en disant on n'avait pas de plan pour la fermeture du pays, notamment en Chine. Ça c'est la première chose. Et deuxième chose, il y a aussi toutes les ventes qui ont été stoppées en Russie et à la Biélorussie en soutien à l'Ukraine. Donc du coup, ça fait un manque à gagner quand même de 200 millions de dollars sur ces recettes. 200 millions de dollars l'impact. Et ça, ils n'avaient pas prévu le coup. Donc du coup, il y a retard de fabrication en Chine. Il n'y a plus de composants électroniques, certains savent. Et donc, ça fait 3 points de revenus qui sont en moins. Donc derrière, Cisco a ramassé. Et comme le dit ici dans les échos, frappé de plein fouet par le ralentissement de l'économie mondiale. Voilà, donc j'ai pas énormément de bonnes nouvelles et on va pas se le cacher. Ensuite, ça nous donne, et je voulais vous partager du coup les différents graphiques ici. Tac, est-ce que si je monte mon graphique, non, ça fonctionne pas. Bon, c'est pas grave. Hop, je vais essayer de le faire en direct et pendant que je suis en train de tourner cette vidéo, paf, sauf si je fais... Hop, magnifique, j'ai fait une petite pause et tout de suite c'est apparu un nouveau graphique ici sur donc l'évolution en fait du price earning ratio, notamment sur le SP500 et sur le Nasdaq. Donc vous voyez ici qu'on est en train de revenir en termes donc de cherté des actions, des entreprises qui composent ces indices. Nous arrivons sur la moyenne, en dessous pour certains, la moyenne des 10 dernières années en termes de
PER. Donc le PER, c'est pour mesurer la cherté d'une entreprise, donc d'un indice, donc de plusieurs entreprises, de plusieurs actions. Et là, du coup, on est en train de revenir sur la moyenne des 10 dernières années. Donc ça veut dire que bien évidemment, toute cette chute qu'on a eue sur beaucoup d'actions, que ça soit des valeurs techno ou autres, ça a un impact bien évidemment après sur leur niveau de valorisation et ces niveaux de valorisation qui sont en train de baisser, justifiés par la remontée des taux et notamment avec le Nasdaq, les taux à 10 ans aux États-Unis qui subit beaucoup plus la remontée des taux sur le Nasdaq que les autres indices, notamment le secteur industriel, même si sur le Dow Jones c'est pas Jojo, on verra juste après, parce qu'on a notamment cette actualisation des flux futurs qui est déterminée par l'évolution des taux d'intérêt et également les entreprises qui investissent moins parce que ça coûte plus cher d'investir, donc moins de croissance, etc. Donc on a des gros ajustements. Voilà donc pour cette partie un peu microéconomie. On va essayer de passer sur des choses un petit peu plus positives. Quoique, n'oublions pas notre rubrique, rubrique Twitter et Elon Musk. Alors, est-ce qu'il rachète ou il ne rachète pas Twitter? That is the question. Et pour le moment, il a dit je suis prêt à lâcher 44 milliards, mais faut être sûr quand même qu'il n'y ait pas beaucoup de faux comptes. Et lui, il estime que la proportion de faux comptes pourrait représenter au moins 20%. Au moins 20% des utilisateurs de Twitter. Donc selon certaines informations, etc., qui lui ont été divulguées, selon certains experts, etc. Et en fait, Twitter a dit ah non, nous on n'a pas de faux comptes, on n'a pas de faux comptes machin dans cette ampleur, etc. Et Musk il veut une garantie de la part de Twitter que la proportion de faux comptes soit nettement inférieure à 5%. Voilà. Alors Twitter l'a affirmé, mais ils vont en être sûrs, ils vont en avoir la garantie, etc. etc. Et tant qu'il n'a pas la garantie, pour le moment, il n'est pas prêt à lâcher 44 milliards. Alors ça, du coup, bien évidemment, ça a un impact après sur Twitter, comme on l'avait déjà évoqué ensemble. Twitter qui était notamment pas très loin de l'offre de rachat d'Elon Musk qui était à 54,20$. On était un petit peu en dessous et vous me posiez la question, oui, mais c'est bizarre, pourquoi elle n'est pas à 54,20? Il y a du coup la différence entre les plus hauts sur lesquels on était, donc c'est-à-dire il y a 5% à se faire, tranquillou quoi. Sauf qu'en fait, le tranquillou c'est passé l'action Twitter a perdu 28%, quasiment 30% de sa valeur, un tiers de sa valeur en quelques jours, depuis qu'il a dit qu'il le rachèterait peut-être pas. Et par contre, s'il ne rachète pas, il devra quand même lâcher 1 milliard de dollars parce que c'était une espèce d'accord et en tout cas dans les clauses en disant ok je fais une offre d'achat, par contre si tu dis que tu le fais jusqu'au bout parce que si tu te désistes derrière on va dérouiller et ça va être un petit peu compliqué, on a perdu du temps et donc de l'argent, bref tu nous devras 1 milliard. Voilà concernant la partie Twitter. Allez, maintenant on va commencer sur la partie technique. Donc qu'est-ce qui s'est passé cette semaine, où est-ce qu'on en est et quel est mon avis sur la suite? Simplement avant de commencer là-dessus, je vous avais dit la semaine dernière et même la semaine d'avant, modérément optimiste. Je continue à être modérément optimiste. Est-ce que ça va être le cas la semaine prochaine? Et comment avoir géré cette semaine? Alors le but c'est pas de faire la météo de la veille, parce que vous savez j'aime pas ça, puis surtout ça sert à rien. Mais c'est simplement pour comprendre après les tenants aboutissants et surtout d'en faire le suivi de A à Z. Donc modérément optimiste, qu'est-ce que ça veut dire? Et plus particulièrement, vous vous en souvenez, sur les marchés européens. Les marchés européens tiennent beaucoup mieux que les marchés américains. Vous regardez ici le CAC, on est à 6003 au moment où je suis en train de tourner la vidéo. Il doit perdre encore 7% pour revenir sur ses plus bas au début de l'Ukraine. C'est-à-dire en gros ses plus bas annuels. On prend d'autres indices, comme par exemple l'indice Dow Jones, on a déjà fait des nouveaux plus bas annuels cette semaine. Ça montre bien, même d'ailleurs si on regarde le DAX, donc l'indice allemand DAX, il doit perdre encore 10% pour être sur ses plus bas annuels, ce qui n'est absolument pas le cas. Et je prends un deuxième indice américain, comme ça fera deux indices de chaque côté. On prend le SP500, on est déjà sur les plus bas annuels. Donc on voit très bien cette surperformance d'indices de l'Europe par rapport aux États-Unis. À cause de quoi ou grâce à quoi? À cause ou grâce de cette politique monétaire de la Fed qui est beaucoup plus
faucon que colombe. Donc elle resserre beaucoup plus rapidement les boulons que la Banque Centrale Européenne qui n'a pour le moment rien annoncé. Ce qui d'ailleurs, et j'avais oublié tout à l'heure de faire la transition sur l'euro contre le dollar qui est sur cette grosse zone mensuelle, vous savez, je suis déjà positionné à l'achat et pour le moment j'ai tort puisque pour le moment je n'ai pas de signaux positifs. Mais on a eu une belle réaction positive ici en cours de semaine. Alors certains le justifient, pourquoi d'un coup l'euro contre l'eurodoll s'est emballé, il a pris quasiment 200 pips d'un coup. Certains disent oui, c'est parce que du coup les chiffres qu'on a eu, le peu de chiffres qu'on a eu cette semaine aux États-Unis, eh bien c'était lié justement à des mauvais chiffres au niveau des ventes de logements anciens et d'autres éléments, on ne va pas faire le détail. Et du coup la croissance sera moins forte, ou en tout cas sera plus faible aux États-Unis qu'ailleurs. Donc, on s'est déleste un petit peu du dollar et au profit du coup de l'euro contre le dollar, puisque l'euro est libellé contre le dollar, en tout cas l'eurodoll. Et du coup, derrière, ça a favorisé notamment l'or, l'argent, qui sont libellés en dollars. Le dollar baisse. Et ici, si je vous montre ici le dollar index, donc là, c'est face à un panier de devises. On voit qu'il y a une petite accélération baissière, alors, accélération baissière entre guillemets, hein, toutes choses étant relatives, mais du coup ça a favorisé les matières premières. Le pétrole aussi, le pétrole qui a fait une énorme mèche ici, si vous voyez, tac, une énorme mèche. On est toujours dans un gros range, vous savez que je le travaille à l'achat sur cette grosse zone ici, sur les 97 dollars dans un premier temps, 97 dollars dans un second temps. En plus, après, j'ai remonté mes niveaux d'intervention. Pourquoi? Parce qu'on a justement des plus bas, de plus en plus haut de manière systématique, avec a priori une perspective et plus de probabilité de sortir par le haut de cette phase de range, puisqu'on a plus de chances de poursuivre la tendance précédente après une phase de consolidation de latéralisation que l'inverse. Donc voilà concernant la partie un peu vision globale. Et pour terminer cette vision globale, le taux à 10 ans aux États-Unis qui est en train un peu de s'arrondir. C'est pas en train de tomber, pas du tout. Il n'y aurait pas de raison que le taux à 10 ans aux États-Unis passe de 3% à 2,5%. Ça aiderait quand même considérablement les indices. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Mais voilà, donc on a toujours cette pression qui est beaucoup plus tendue, beaucoup plus baissière sur les marchés américains que sur les indices européens. Pour autant, regardez cette semaine. Et si on enlève en début de semaine, bah, ça se passait plutôt pas mal, hein. Plutôt pas mal, puisqu'on a clôturé la première journée quasiment à zéro, si je prends ici le SP500, et après on a fait quand même un plus 2%. Et puis après, derrière, finalement, tout est retombé, et généralement le vendredi, c'est pas des séances propices à prendre du risque, en tout cas au moins depuis le début de la guerre en Ukraine. Donc globalement, mon avis, en fait, c'est toujours le même, de manière très très simple. Sur le CAC, bon, alors vous le savez si vous faites partie d'IVT, ici j'ai mon carnet de bord chaque début de semaine, pour ceux qui le savent, qui ne le savent pas forcément. Mais voilà, chaque début de semaine, j'essaye de cadrer un petit peu, voilà, faire une vision un peu à 360 pour essayer de comprendre, même si c'est pas forcément évident, même si les marchés naviguent à vue, même si la visibilité est quand même particulièrement réduite. Et bien sur le CAC, cette zone des 6420, qui était une zone de vente, donc celle-là, on l'a travaillée à la vente, après l'avoir travaillé à l'achat, donc la semaine dernière jusqu'à 6004. 6420, bah, pourquoi? Parce que c'était tout simplement le bas du précédent range dans lequel il évoluait, un niveau ici de convergence de différents éléments, les moyennes mobiles à 20 jours, moyenne mobile à 50 jours, le bas de ce range, les plus bas du mois de septembre, d'octobre, novembre de l'année dernière. Donc, théoriquement, on est toujours dans cette configuration baissière. Donc, modérément optimiste, ça veut dire que lorsqu'on arrive proche des zones de résistance, si on a des signaux baissiers, bah oui, effectivement, on peut les vendre. Donc, du coup, ça a permis justement de prendre des positions à la vente 6420. Jusqu'à 6267, peu importe, on s'en fiche un petit peu. Mais après, le but, c'est de se dire, ok, bah, positivement optimiste. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu arrives proche de la borne basse de ton petit range, bah, tu vas plutôt privilégier les achats. Oui, effectivement. Donc, on est arrivé pas très loin de cette zone-là, de la borne basse de ce range. Donc, c'était plutôt à privilégier à l'achat. Et puis derrière, du coup, ça a permis de prendre une partie du mouvement, même si en fin de semaine, derrière, tout est retombé. Exactement d'ailleurs la même chose sur le DAX. Vous vous souvenez, je vous rappelais, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans le débrief hebdo dimanche dernier, on l'avait vu cette semaine en live sur Twitch, je vous disais, ouais, alors le DAX, il peut aller jusqu'à 14 200, 14 200, vous pouvez réécouter le débrief hebdo de la semaine dernière, mais je vois pas vraiment de catalyseur qui permettrait de justifier à ce qu'on l'éclate. Bah voilà, on s'est arrêté en fait à 14 200, alors je ne l'ai pas inventé, hein, donc c'est cette oblique, ça nous donne des points de repère, des plus hauts de plus en plus bas. C'est également voilà, un niveau qui avait été testé également dans le passé.
ici, une grosse bougie rouge. Et puis en fait, tout simplement que d'un point de vue fondamental, a priori, il n'y a pas de raison qu'on s'envole. Sur les indices européens, il n'y a pas non plus de raison qu'on s'effondre plus que ça, même si l'ambiance est plutôt dans ce sens-là. Bah, je continuerai à être justement un peu optimiste, mais de manière mesurée. Donc en ayant conscience du risque que l'on prend lorsqu'on travaille, bah, des indices, oui, qui sont en tendance baissière à court terme, et ça, c'est indéniable, plus particulièrement sur les indices américains, quand bien même, par exemple, la semaine dernière, le Dow Jones, donc cette semaine, puis il a continué en début de semaine, il a pris quand même 5% depuis ses plus bas, et puis en une journée, finalement, tout est retombé le mercredi. Voilà. Donc on est toujours dans cette ambiance anxiogène, dans ces tendances baissières à court terme, qui auront du mal à être retournées pour le moment. Voilà ce que je peux dire concernant les indices. Donc la semaine prochaine, comment est-ce que je vais réagir et agir? Si on a un dollar américain qui continue à baisser, continue un petit peu cette descente, eh ben, probablement privilégier les indices américains qui vont rattraper leur retard par rapport à l'Europe. Donc on aura un euro contre le dollar qui va remonter et donc bah, ça devrait tirer plutôt vers le haut. En tout cas, ça tirerait moins, ça plomberait moins les indices américains que les indices européens. Et donc plutôt privilégier les indices américains si on donne à nouveau des signaux donc négatifs sur le dollar et a fortiori positifs sur l'euro contre le dollar. Si l'eurodoll devait repasser au-dessus des 1,06, là on aurait une pression baissière sur le dollar et là ça favoriserait plutôt les indices américains, donc de basculer d'indice européen à indice américain, en tout cas pour les achats. Concernant l'eurodoll, moi je suis toujours à l'achat. Concernant le pétrole, je vais le travailler à l'achat si on continue à évoluer dans ce range-là sur des supports parce que la tendance précédente est haussière. L'eurodoll, je suis toujours un petit peu en galère, mais pour le moment, on est toujours sur cette grosse zone mensuelle. Voilà concernant le plan de manière générale. Je ne sais pas si j'ai oublié différents éléments. Je passe tout de suite aux cryptos. Veuillez m'excuser si c'est un petit peu plus long que d'habitude, mais encore une fois, on fait avec ce qu'on a ou alors on ne fait rien. Donc j'ai décidé de faire avec ce que j'ai. Les cryptos, c'est toujours tendu. De la même manière que sur les indices américains, vous savez qu'il y a une corrélation étroite entre les deux, parce que bah, le marché des cryptos voilà, se professionnalise, on a les mêmes automatismes, on a le resserrement monétaire, on a cette pression baissière constante concernant les perspectives de croissance, etc., etc. Donc ça incite pas en tout cas les investisseurs à investir maintenant tout de suite. Pour autant, si on regarde ici la capitalisation totale sur l'ensemble des cryptos, Bitcoin et Ethereum inclus, eh ben on est sur cette grosse zone-là. Mais cette grosse zone-là, même si on a des réactions, même si on a eu ce qu'on appelle un spike, donc une grosse réaction ici baissière, elle peut être un spike, c'est réaction baissière ou haussière, peu importe, très forte et très rapide. Et ben on travaille dedans, mais pour le moment, ça prend pas. Donc la démarche à suivre me concernant est assez simple. Je me mets des alertes au-dessus de la tête tous les jours, au-dessus des zones daily, même si à chaque fois que, par exemple, si je prends ici le Bitcoin, il perd 6%, le lendemain, il reprend 6%, le surlendemain, il perd 3,5%, etc., etc. C'est la définition même ici d'une phase de range. Donc, je rappelle effectivement, et comme je le disais, bah, ce qui s'est passé sur l'ensemble du marché des cryptos, bah, ça met en coup un petit peu au moral, mais aussi aux volontés peut-être aussi d'investir et de remettre du cash pour le moment, en tout cas trop rapidement. On avait cette phase de range depuis le début de l'année qui était pas forcément négative et puis finalement on l'a enfoncé et maintenant on est en train de se stabiliser quand bien même pour le moment clairement il n'y a pas de signaux ultra positifs. Je rappelle encore une fois que le marché des cryptos est très volatile. Il y a des périodes effectivement comme ça. On a eu des périodes de 2 ans où le Bitcoin quand il était à 1000 $, bah, tout le monde en voulait, puis finalement derrière il est tombé à 200. Ensuite on est monté à 10 000, 10 000, 17 000, 22 000. La grosse arnaque, tout le monde en veut. Non, c'est d'ailleurs tout le monde en veut. Et puis après ça retombe à 10 000, donc il perd 50% très rapidement. Et puis plus personne n'en veut, il tombe à 3 000. On remonte derrière à 10 000, 13 000. Ça retombe avec le Covid à 3800. 3800, personne n'en veut parce que c'est pas une valeur refuge, machin, etc. Et puis derrière, finalement, il a été multiplié par 17 et on fait derrière 65 000 $. Donc pour le moment, oui, on est dans une tendance de foncière.
Oui, à court terme, pour le moment, la situation est anxiogène. Beaucoup estiment qu'on est en bear market, que ça va durer et que voilà, ça va se prolonger et que je ne sais pas si ça va à zéro ou pas. Mais en tout cas, clairement, à court terme, pour le moment, on n'a pas de signaux extrêmement positifs. Ça, faut pas se le cacher. Donc, faut essayer de laisser passer l'orage le plus longtemps possible. En tout cas, dans cette période-là, il n'y a pas besoin de s'exciter dans un sens ou dans l'autre. Donc après, on fait avec ce qu'on a et on essaye de travailler notamment les cryptos les plus fortes. Il n'y en a pas des masses. Ouais, je prends ici par exemple le Binance Coin. On a eu par exemple même Atom, hein. Atom qui a pris 25% en 2 jours, puis derrière ça retombe. Donc encore une fois, on ne peut pas raisonner forcément en pourcentage parce que c'est pas représentatif en fait de l'évolution des cryptos. Quand bien même il y en a certaines qui prennent cher, hein, 50, 60, 70% là en même pas 2 mois. C'est beaucoup, hein, c'est énorme. Mais faut aussi, si on prend ce pourcentage de variation, il faut prendre aussi le pourcentage de variation aussi dans le passé. On ne peut pas juste prendre ce qui nous intéresse ou ce qui ne nous intéresse pas ou ce qui fait défaut. Mais il ne faut pas oublier que certaines cryptos, début 2020, c'est il n'y a pas si longtemps que ça, hein. C'était au début du Covid, hein. Il y en a certaines, je prends l'exemple d'Atom qui valait 1 dollar. On est monté à 44. On est à 11. Alors effectivement, si on est rentré un petit peu en retard et qu'on a pris le dernier train, bah, on se le prend en pleine face. Ça, c'est clair et net, bien évidemment, et ça, faut pas se le cacher. Mais par contre, bah, si on a été un petit peu plus, voilà, un peu plus actif précédemment et si on a commencé à investir en amont, bah forcément, la situation n'est absolument pas la même. Quand bien même, bien évidemment, hein, c'est toujours très pénible et c'est très compliqué psychologiquement et financièrement de se dire, bah voilà, mon investissement, on était à 44 dollars, on est passé à 11, ça a été divisé par 4 en quelques mois. Depuis le début de l'année, la situation est vraiment pas simple. Voilà. Mais après, c'est une période pour le moment qui est comme ça. On est sur des gros niveaux. Pour le moment, c'est simplement en train de se stabiliser. Et comme je le disais, tout l'épisode, tout ce qu'a traversé, tout ce qui est en train de traverser l'écosystème des cryptos depuis le début de l'année, que ce soit la guerre en Ukraine, la corrélation avec les actifs risqués qui sont pas terribles, le resserrement monétaire, l'épisode sur Terra et donc sur tout cet écosystème, notamment de stablecoin, avec beaucoup de questions et beaucoup d'interrogations et voire des situations bien évidemment anxiogènes et très compliquées, à de se dire est-ce que le marché des cryptos va se relever ou pas. Eh ben, l'avenir nous le dira, mais on n'est pas pour le moment dans une situation clairement ultra optimiste. Pour autant, fondamentalement, et ben bien évidemment, on est comme dans le début d'Internet, c'est-à-dire qu'en fait, il y a voilà, il y a des boîtes qui vont se développer, qui vont faire des erreurs, qui vont devoir les corriger, dans certaines qui ne vont pas pouvoir les corriger, ça va être très compliqué, d'autres qui vont émerger. Donc le but, c'est pas forcément de deviner aujourd'hui ce qui fera x10, x20, x40 demain, parce que, pas dire que personne ne le sait, mais après chacun prend le risque qu'il estime qu'il doit prendre. Et selon ses affinités d'un point de vue fondamental et d'un point de vue technique, là de toute façon tout se ressemble à peu près. Mais globalement, ouais, c'est clair qu'on n'est pas dans une situation simple. Il faut laisser passer l'orage. Il y a eu énormément de belles choses sur les cryptos ces dernières années et même d'ailleurs pas forcément ces derniers mois parce que sur Bitcoin c'est un petit peu plus compliqué depuis le mois de novembre, mais c'est clair que depuis le début de l'année, bah, c'est pas terrible. Mais pour autant, voilà, c'est une situation qui arrive, c'est une phase de marché qui arrive. On l'a déjà vécu. En tout cas, me concernant, je l'ai déjà vécu. Certains d'entre vous l'ont peut-être déjà vécu, d'autres ne l'ont peut-être jamais vécu. Je rappelle, hein, la capitalisation totale, si je prends ici hors Bitcoin, hors Ethereum, on était à 28 milliards de dollars. D'accord? Au plus bas au début du Covid. On est monté à 1000 milliards. On est passé de 28 milliards à 1000 milliards. Donc là, c'est en train de retomber un petit peu. Le soufflet est en train de retomber. Mais pour autant, je reste particulièrement positif pour le moment à long terme. Pourquoi? Parce que je prends toujours des graphiques à long terme et ces graphiques long terme nous montrent que nous sommes toujours dans des tendances de fond, certes haussières, on est sur le fil de rasoir. Mais voilà, ça va bien se passer, messieurs, dames. Merci en tout cas de votre attention. Merci, j'espère, de votre indulgence. J'ai fait du mieux possible avec les moyens du bord. Je sais que la vidéo est plus longue que d'habitude. Un grand merci à celles et ceux qui éclatent encore les pouces vers le haut. Un très bon dimanche à vous, surtout ensoleillé du mieux possible. Encore une semaine difficile. Faut persévérer, faut continuer, faut pas non plus faire n'importe quoi. Il n'y a pas de raison de paniquer ou quoi que ce soit. Certains, encore une fois, chacun a son avis sur la suite. Je pense que l'humilité aussi de
reconnaître qu'on ne peut pas toujours avoir raison et surtout qu'on ne sait pas et qu'on essaye de s'adapter en fonction des conditions de marché. Je pense que c'est le moment d'être dans cet état d'esprit et d'éviter de dire moi je suis sûr que ça va faire ça, moi je suis sûr que ça va faire ça. Non, on n'est jamais sûr de rien, encore moins aujourd'hui, et même d'ailleurs les banquiers centraux ne savent pas plus que nous, je pense. Donc de la situation, comment est-ce qu'elle va évoluer. Donc on va suivre les chiffres en termes d'inflation, on va suivre ces interprétations des politiques monétaires, les différentes tendances qui sont baissières pour beaucoup, que ce soit marché traditionnel et également crypto sur du court terme, mais que ça ne nous empêche pas de travailler de la manière la plus rigoureuse possible. Après, si on ne sait pas passer, si on ne sait pas tirer le son justement de ce type de période, eh ben on laisse un petit peu passer l'orage pour des jours meilleurs. Mais encore une fois, lorsque les jours meilleurs arriveront, ce sera peut-être déjà trop tard. Donc voilà, ça c'est un petit peu tout le choix, le curseur qu'il faut faire en fonction de ses investissements. Est-ce qu'on veut commencer à investir maintenant, attendre que ça baisse encore de 20, 30, 40, 50% pour commencer à investir ou pas? Ou est-ce qu'il faut le faire de manière progressive, mesurée, ne pas mettre sa maison, ne pas investir plus que ce dont on a besoin, etc., etc. Mais ça, je pense que vous le savez. Allez, j'ai suffisamment parlé, ça fait 35 minutes. Je vous souhaite encore une fois un très bon dimanche. Merci à vous et je vous dis à plus. Ciao!